Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités avec lesquels nous allons tout de suite découvrir ce qui fait l'essentiel des Grandes Unes ce matin. Et nous démarrons avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse à la crise anglophone et à ce maire assassiné dans la région du Nord-Ouest. Ce sont au moins 30 morts qui sont enregistrés dans la région depuis lundi dernier après des affrontements entre l'armée et des terroristes, nous dit le journal qui présente donc ce maire assassiné, le maire de la localité de Noa dans le nord-ouest, David Lima Gomfe, qui est médecin retraité et qui a été donc assassiné dans la localité de Binzi, à quelques encablures de la frontière avec le Nigeria. Le journal qui fait savoir qu'il a eu vent de ce que justement les Zamba Fighters, l'un des groupes séparatistes, en voulait après sa vie. Il a tenté donc de s'enfuir, mais mal lui en a pris puisqu'il a été rattrapé par ces derniers qui l'ont assassiné avant de dégager de son corps plusieurs parties. Le journal qui rappelle que ces affrontements dans ces localités donc de Binzi, les localités tout aussi dans le Donga Mantum, notamment Binkar et Ndou, sont donc les épicentres désormais des conflits hautement armés entre les séparatistes et l'armée régulière. La Menoire, dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin, ces établissements scolaires paralysés à l'approche de la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Les classes n'ont toujours pas démarré dans plusieurs établissements des localités frontalières du sud-ouest à cause des exactions des séparatistes. Le journal qui nous présente par exemple ce matin la localité de Fongotongo dans la Menoire où plusieurs établissements scolaires présentent un visage désertique et un visage de cimetière en raison donc des exactions des séparatistes de ce côté-là. Pas d'école depuis la rentrée scolaire. La conférence des anglophones et le docteur Simon Munzu qui démissionne. Le rendez-vous reste pour autant maintenu, a assuré le cardinal Christian Toumi au cours d'une conférence de presse à Yaoundé à Douala. À lire à la page 5. Et puis liberté d'expression, 4 journalistes en prison. La poursuite et la détention dans des conditions abjectes inquiète le réseau des défenseurs des droits humains. Le REDAC qui a donné une conférence de presse, c'était hier à Douala, présentant plusieurs cas, les cas des 4 journalistes. Michel Biemton, directeur de publication du site en ligne Uris News, activiste des droits humains, sur qui pèse la peine capitale pour apologie du terrorisme et incitation à l'insurrection. Joseph Olinga, correspondant régional du quotidien Le Messager à l'Ouest, maintenu dans les mailles de la justice pour rébellion simple, ou encore Michel Calabassou, directeur de publication de Aigle du Sahel, accusé de diffamation, et aussi Gustave Flaubert-Keigné, directeur de publication du journal Orientation Hebdo et coordonnateur du regroupement des médias citoyens, ce qui pèse la peine capitale pour participation à des hostilités contre la patrie. Voilà les cas de ces 4 journalistes qui inquiètent donc le REDAC. Le journal Le Messager ce matin s'intéresse au potentiel premier ministre de ce nouveau septennat de Paul Biya. Ils sont pressentis pour conduire le gouvernement du nouveau septennat. Le journal Le Messager qui propose ce matin une enquête à sa page 9 avec des pistes que pourrait donc étudier ou prendre Paul Biya pour désigner son futur premier ministre. Le journal qui pense que le chef de l'État pourrait aller chercher ce premier ministre dans le septentrion et donc voir revenir un premier ministre issu de ces régions septentrionales du Cameroun après Sadou Ayatou en 1992, ou alors le journal pense que Paul Biya pourrait rester dans sa logique d'alternance entre le nord-ouest et le sud-ouest et l'un des fils notamment du sud-ouest qui pourrait hériter de ce poste prestigieux. Le journal évoque quelques noms, notamment Elvis Ngolengole ou encore Paul Elunché. Le journal qui pense aussi que dans la logique de redistribution des cartes, le chef de l'État pourrait désigner un premier ministre issu de la région de l'Ouest. Et un nom est avancé ce matin par le journal Le Messager, celui de l'actuel ministre des Travaux publics, Paul Nganou-Djoumessi, en récompense pour le bon score réalisé par Paul Biya lors de la dernière présidentielle dans sa localité d'origine, à savoir les Bamboutos. En tout cas, ce sont des pistes et des spéculations que fait ce matin le journal Le Messager, qui nous parle aussi de la conférence générale anglophone et de Toumi qui esquive le débat sur la forme de l'État. Le cardinal archevêque émérite était face à la
la presse hier à Douala, où est passé le décret d'application pour ce qui est du plan directeur d'industrialisation. Le journal Le Messager s'interroge ce matin dans ses colonnes, ajoutant que adopté en mars 2017, le PDI, le plan directeur d'industrialisation, tarde tout simplement à prendre son envol malgré les multiples actions, nous dit le journal du ministre, les actions donc du ministre de l'Industrie pour son appropriation. Et puis toujours dans les colonnes de ce journal, cet ouvrier qui trouve la mort à Olembe, mécanicien spécialisé certifié de la maintenance des équipements, Mahmoud Abdallah Salama a été victime d'une chute d'engin de l'élevage dans le chantier pour le chantier d'Olembe, donc le chantier de la CAN 2019. Forum Libre reste à sa grande une sur les pas du journal Le Messager. Quel Premier ministre pour les grandes opportunités? C'est la une du journal Forum Libre ce matin. Forum Libre qui pousse quasiment dans la même analyse, faisant savoir que les fils du Grand Nord et les deux régions anglophones lorgnent le prestigieux poste. Les noms d'Alamine Ousmane May, de Paul Atangandi, de Mohamedou Labaran ou encore de Paul Elouché sont cités. C'est le journal qui propose ce matin de découvrir les départements toujours oubliés et qui réclament un poste ministériel. On poursuit avec Cameroun Tribune qui parle ce matin de recrutement spécial de 2000 enseignants. Cameroun Tribune qui, dans ses colonnes, fait savoir que il s'agit là du premier geste fort du septennat de Paul Biya qui, en instruisant le gouvernement de lancer cette opération, Paul Biya donne clairement le ton à travers un premier acte concret au bénéfice de la jeunesse camerounaise placée au cœur de ses attentions. Les modalités pratiques ont expliqué hier, face à la presse par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune. Mutation reste sur ce recrutement de 2000 enseignants et présente ce matin dans sa grande une les regards croisés de Jacques Famendongo et du SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur qui salue la mesure du chef de l'État, tandis que le syndicat des enseignants du supérieur estime qu'il faut au moins doubler le nombre de recrues pour stabiliser le déficit. À lire à la page 11. L'essentiel reste sur ce recrutement des enseignants dans les universités. Il pense que Paul Biya est passé de la parole aux actes. Il n'a pas attendu longtemps après la promesse faite aux jeunes le 6 novembre lors de sa prestation de serment. Le président de la République qui a entendu leurs frustrations et leurs attentes, le recrutement annoncé de 2000 jeunes titulaires d'un doctorat ou d'un PhD dans les universités d'État, 7 jours seulement après sa prestation de serment, augure des lendemains qui chantent, pense le journal Essentiel. Les jeunes compatriotes de la diaspora qui sont appelés à postuler font partie intégrante de la volonté du chef de l'État à répondre aux aspirations des jeunes dans le Cameroun, des grandes opportunités. Le journal pense que le meilleur est tout simplement à venir. Et puis terrorisme, les Bororo et leur bétail pris pour cible par les sécessionnistes, nous dit ce matin le journal Essentiel. Le quotidien de l'économie nous parle ce matin de finances publiques et des directives du Fonds monétaire international sur le budget 2019. À la fin de la concertation menée avec les autorités camerounaises du 5 au 12 novembre 2018, les 12 membres de la mission du Fonds monétaire international ont fait des recommandations sur la loi de finances toujours attendue à l'Assemblée nationale, nous dit le journal Le Quotidien de l'économie. Et puis on termine avec Signature qui ce matin parle de Paul Biya et d'un serment à l'autre. Signature qui ajoute dans ses colonnes que depuis sa première prestation de serment en 1982 comme président de la République, Paul Biya dans ses discours d'investiture demeure tout simplement cohérent de sa rigueur, de la rigueur à la moralisation jusqu'à la République moderne en passant par la République exemplaire. Les thèmes sont constants, les problèmes demeurent les mêmes. À croire que les Camerounais ne s'approprient pas assez les directives
objectif donné par le chef de l'État vers le bien-être de tous et surtout l'atteinte de l'émergence en 2035. Et pourtant, certains de ces discours semblent dater d'hier. La rédaction du journal, de ce journal, invite les lecteurs à refaire le parcours dans ses adresses présidentielles. Beaucoup en sortiront tout simplement mieux édifiés, pense le journal Signature ce matin. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver sur ce plateau nos invités. Caminelé, bonjour. Bonjour Eric Martial Djomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour à Guy Hervé Fonga. Bon jeudi à vous. Merci. Bon jeudi, Guy Hervé Fonga. Bonjour président Eric Martial Djomo, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue qualitative qui paraissent au Cameroun. Alors messieurs, on va démarrer avec la situation dans les régions anglophones du Cameroun. Quelques journaux en parlent ce matin. La Nouvelle Expression place à sa une ce maire assassiné dans le nord-ouest et surtout présente un chiffre, 30 morts enregistrés depuis lundi dernier. En 4 jours, 30 morts, ça fait beaucoup. C'est hallucinant, c'est tout simplement hallucinant Eric Martial Djomo, mais vous savez très bien que ce qui se passe de ce côté de notre pays est tout simplement surréaliste parce que il semble que les gens qui ont décidé de prendre les armes là-bas sont devenus tout simplement des vraies bêtes sauvages. Parce que si l'on s'en tient à cette information publiée par la Nouvelle Expression qui parle de ce maire assassiné, ce maire se sentant de plus en plus menacé a tenté de fuir vers le Nigeria. Un maire RDPC, il faut le préciser, oui, qui a senti sa vie menacée et a tenté de s'enfuir au Nigeria. Ils l'ont traqué, ils l'ont retrouvé avant la frontière, l'ont abattu sauvagement, lui ont coupé un bras et lui ont arraché le cœur. Alors, vous voyez, quand vous vous trouvez face à des personnes qui n'ont plus aucun signe d'humanité, aucun respect pour quoi que ce soit, vous allez vous demander, mais alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Donc, ce qui s'est passé, ça, c'est l'information qu'on nous donne. Mais par contre, dans les réseaux sociaux, on a vu justement les photos de cette trentaine d'individus abattus par les forces de l'ordre avec leurs fusils, calibre 12, bien entendu. Ça fait froid au dos. Et on se demande comment on va sortir de ce cycle de violence qui semble ne pas vouloir prendre fin. Alors, ces affrontements qui s'intensifient, là on est dans le Dongamantoum avec plusieurs localités qui ont été énumérées, il y a notamment Benzi, cette localité dans laquelle le maire a été assassiné, le maire de la localité de Noa ou encore Ndou pour évoquer ces quelques coins qui sont devenus les épicentres de ces conflits lourdement armés entre séparatistes et armées régulières. Oui, il faut dire que c'est vrai que le Dongamantoum est effectivement l'épicentre de la guerre, enfin, disons la guerre dans le nord-ouest, et j'espère qu'on ne va pas nous soupçonner de faire l'apologie de la guerre ici, et la Nouvelle Expression fait bien de relayer ce type d'incident parce qu'on est progressivement en train d'atteindre la cote d'alerte et il faut le relever pour le décrier avec les... Peut-être qu'elle a d'ailleurs été atteinte déjà. Oui, on a largement franchi parce que la Nouvelle Expression fait bien de rappeler parce que ça aurait pu être un assassinat ordinaire que ce serait différent. Mais quand on en arrive à enlever le cœur du maire et quelques autres organes, après on lui a amputé un bras, ça veut dire qu'on est dans l'ordre du surréaliste et que ce n'est plus un assassinat banal. Donc il n'est pas exclu que dans ce type d'assassinat-là, qu'il y ait des... On perçoit ça comment... Voilà. Ça va au-delà même du voilà, oui, parce que c'est cynique. Ça risque de conforter la thèse de ceux qui pensaient qu'il y a des rituels autour de ces assassinats et que les corps des personnes que les corps sont utilisés pour faire autre chose. Et à ce moment-là, ça pose des sérieuses questions sur la capacité de l'État à réguler cette situation-là. Moi, je suis de ceux qui avait applaudi des deux mains quand le président a prêté serment l'autre jour et qu'il a de manière implicite sifflé la fin de la récréation. Mais on est plutôt surpris de remarquer que plus les jours passent, plus les attaques sont de plus en plus violentes et c'est très inquiétant. Donc il est urgent et il serait bien que la Nouvelle Expression, qui est le chien de garde, depuis que cette crise a commencé, nous relaie minute by minute ce qui se fait là-bas. Il est plus urgent aujourd'hui que le président prenne son bâton de pèlerin et que vraiment puisse trouver une solution définitive à cette crise. Heureusement,
qu'il y a une crise, qu'il y a la conférence anglophone qui est annoncée, et j'espère qu'elle se tiendra véritablement. Donc, toujours est-il que les gens du Nord-Ouest, aujourd'hui, vivent la peur dans l'âme. Et quand on parvient à extraire les organes des personnes qu'on tue, ça veut dire que ce n'est plus un assassinat normal, et ça pourrait déboucher sur un certain type de rite et de pratique qui n'est pas de nature à rassurer les populations. Mais Guy Avifongang, quand vous parlez de l'urgence justement de la tenue de la conférence, on veut bien, il y a bien des volontés qui sont mobilisées, mais vous voyez qu'il y a aussi des volontés qui sont en train de prendre la poudre d'escampette. On parle de cette conférence dans quelques instants. Donc, restons sur le sujet. On note que la nouvelle expression fait savoir que certaines victimes collatérales se retrouvent aujourd'hui prises entre deux feux. Le journal L'Essentiel va plus loin en présentant les Bororo. Les Bororo, qu'il faut-il le rappeler, sont des peuples issus, voilà, des éleveurs qui nous viennent de la partie septentrionale du Cameroun. Le journal, voilà, L'Essentiel qui dit « Les Bororo et leur bétail sont tout simplement pris pour cible dans ce combat ». Le journal qui a fait savoir qu'ils sont pris pour cible par les terroristes, alors que la nouvelle expression nous fait savoir, voilà, qu'ils se retrouvent entre deux feux et font partie intégrale des victimes, tant avec leurs bêtes que par leur propre vie. Mais c'est la même information. C'est la même information dans la mesure où déjà ils ne peuvent être que les cibles des terroristes qui cherchent à manger, qui cherchent à vendre même ce bétail. Hein, et ils ne peuvent être que des victimes prises entre deux feux. Parce qu'au moment où il y a affrontement entre justement ces milices et les militaires, s'il y a des victimes à côté, forcément, il ne peut y avoir que des victimes collatérales, comme d'ailleurs dans le cas où on a vu une trentaine de terroristes, on voit une trentaine de corps couchés sur le sol, mais tous ne sont pas des terroristes, mais là-dedans, il y a certaines personnes qui ont été prises justement dans le feu croisé de cette action militaire. Mais les terroristes, on ne le dit jamais assez, depuis le début de ce conflit, les Boros ont perdu énormément de bétail, non seulement du fait de ces bandes armées qui viennent, qui s'approprient du bétail, qui l'emportent, ou alors qui viennent, qui les abattent et qui prennent le bétail. Donc, c'est une situation... Peut-être pour une meilleure compréhension des uns et des autres, on sait que cette zone du Nord-Ouest était une zone propice à l'élevage ou une zone propice pour le bétail, voilà, de ces Bororo, d'où leur présence en nombre, voilà, dans cette partie en très grand nombre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui ont des fermes contenant des milliers de têtes, comme d'ailleurs M. Dampulo, qui a des dizaines de milliers de bétail. Et comme le chairman. Oui, comme le chairman, qui ont énormément de bovins dans cette région, qui est d'ailleurs très fertile et qui est très propice à l'élevage. Et maintenant, cette région aujourd'hui, qui est en proie à cette guerre, cette guerre qui ne veut pas finir, elle est forcément victime, justement, des dégâts collatéraux. Et l'un des principaux dégâts, justement, c'est non seulement la vie de ces Bororo, mais le vol de leur bétail. Allez, autre conséquence, cette fois-ci dans les colonnes de la nouvelle expression, c'est ces établissements scolaires tout simplement paralysés. Là, on est dans la Ménois, dans la localité de Fongotongo, école morte. De ce côté-là, à l'approche de la fin du premier trimestre, nous dit le journal, les classes n'ont toujours pas démarré dans plusieurs établissements dans les localités frontalières du sud-ouest. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est douloureux tous les jours de revenir sur une crise qu'on aurait pu éviter. Les gens peuvent avoir l'impression qu'il y en a qui prennent du plaisir au quotidien à relayer ce type de malheur et de catastrophe, parce que ce qui nous arrive est suffisamment grave. Et on l'avait prédit, du moins on l'avait indiqué ici que à l'allure où vont les choses, si il n'y a pas un véritable dialogue franc, on risque d'assister à ce type de dérapage. Aujourd'hui, la fameuse commission qui avait été mise sur pied tout récemment par le président, qui visait à reconstruire les écoles, etc. On avait indiqué ici que c'était la charrue avant les bœufs, parce qu'il fallait commencer par pacifier ces différentes régions-là qui, évidemment, engendrent des dégâts collatéraux sur les villes environnantes qui ne permettent pas aux enfants d'aller sereinement à l'école. On s'achemine déjà à la fin du premier trimestre et ce qu'on avait prédit est en train de se
produire. On n'est pas jusqu'ici en train de voir progressivement comment est-ce qu'il n'y a aucune lisibilité sur les actions concrètes de cette commission sur le terrain. Aujourd'hui, dans nos villes, on va dire francophones, tous nos lycées bilingues sont surchargés d'élèves, les enseignants sont débordés et le fait qu'on n'ait pas pris toute la mesure, du moins le gouvernement, pour pacifier ces régions-là et permettre aux enfants d'aller sereinement à l'école, vont permettre à ce qu'on assiste à ce genre de situation telle que dans la Menoua, qui est très proche du nord-ouest, vous avez, et du sud-ouest, vous avez des gens originaires de ce village-là qui se considèrent exactement une culture totalement anglophone, qui n'ont rien à voir avec la culture francophone. Et donc, à partir de ce moment-là... Notamment la localité de Fongotongo, qui est présentée ce matin dans la... Oui, notamment Fongotongo. Et c'est pour ça que j'ai envie de... C'est assez triste de revenir. On aurait aimé parler des choses plus joyeuses, mais la terreur et la psychose dans laquelle vivent les populations est de nature à plomber davantage les choses. Parce que si on peut, de manière aussi évidente, assassiner un maire, ça veut dire que les simples citoyens sont vraiment à la portée des Amazoniens et ce n'est pas de nature à ramener l'accalmie. Et je veux bien croire que ce n'était pas un vœu pieux. L'autre jour, quand le chef de l'État a demandé aux gens de baisser les armes et qu'il les a compris, il faut qu'ils se parlent. Donc les jours sont en train de passer et ça fait il y a 30 morts de plus. Où les gens se lèvent le matin et découvrent des cadavres en pleine rue. Ce n'est pas agréable. C'est un vrai traumatisme à la fois pour les populations, à la fois pour les enfants. Donc il est plus qu'urgent aujourd'hui que vraiment nos principaux dirigeants prennent leurs responsabilités et aillent au chaudron discuter avec les gens et trouver une solution définitive. Ce n'est pas agréable de parler des choses qui fâchent tous les matins. Vous avez évoqué la discussion, il y a cette conférence anglophone, c'est vrai, la démission du docteur Simon Munzu pour des raisons de sécurité, mais la persistance ou alors le fait que le cardinal fasse savoir que ce rendez-vous est maintenu et que cette conférence anglophone, la troisième du genre, se tiendra bel et bien, malgré et contre tout. Non, mais cette conférence est tout de même nécessaire, parce que si on n'avait pas voulu de cette conférence, on l'aurait interdit tout simplement, mais c'est seulement le maire de Buea qui marque son c'est-à-dire que son opposition à la tenue de cette conférence à Buea. Mais vous voyez, Guy avait Fongan parlé tout à l'heure de l'urgence des uns et des autres à s'asseoir et à dialoguer, et cette conférence, Monseigneur Toumi, le cardinal Toumi, qui en est l'initiateur, l'a dit hier. Il dit qu'il voudrait que les gens s'assoient pour comprendre des racines du mal et maintenant essayer de chercher des solutions. Mais quand vous réalisez qu'à la tête de cette conférence, un expert comme le docteur Munzu, qui avait déjà assisté aux 2 premières conférences anglophones, qui aujourd'hui est menacé par les Amazoniens, mais ça veut dire que même ceux qui veulent discuter pour la paix ne sont pas en sécurité. Ne sont pas en sécurité. C'est là que le problème devient de plus en plus complexe. Parce qu'il ne suffit pas de parler de dialogue. Et quand vous dites que vous êtes en train d'implémenter ou de penser une action susceptible de mener au dialogue et qu'on commence à dire que vous, si vous mettez encore les pieds là, on va te tuer, on va vous tuer avec votre famille, ça devient dangereux et le débat devient tout simplement impossible. On se dirige vers un cul-de-sac. Alors, à quoi va servir cette conférence? Monseigneur le cardinal Toumi l'a dit. Il veut discuter, il veut voir les causes, les raisons profondes de cette crise et peut-être même chercher à circonscrire des solutions ou bien des voies de solution, de résolution. Mais ça veut donc dire qu'au départ, ces travaux auront un travail, auront une fonction de défrichage. C'est noble, mais pas de résolution immédiate. Vous avez vu, le président de la République a créé il y a quelques mois une commission de multiculturalisme et de bilinguisme. En réalité, on se demande bien où est le problème. La portée reste juste ici questionnable et discutable. Non seulement la portée des résultats, hein, mais le conflit est resté le même. Au contraire, il a pris du volume et il a changé de forme et de format. Donc là aujourd'hui, cette conférence qui doit se tenir selon le cardinal Toumi d'ici le 25 est bien entendu
est attendue, elle est souhaitée. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la sécurité là-dedans et que les personnes qui sont attelées à la menée soient elles-mêmes en sécurité. Absolument. Le cardinal Toumi ne dit pas qu'il est menacé. Mais pourquoi est-ce que le docteur Munzou serait-il lui menacé? Interrogation. L'impact de cette démission du docteur Simon Munzou dans l'organisation de ce 3e All Anglophone Conference? C'est un retrait qui va plomber les assises de cette conférence, parce que si vous avez suivi le cardinal Toumi comme moi, il était très abattu, il semblait très affecté quand il parlait du retrait de Dr Simon Munzou. C'est dire que c'est quelqu'un qui a une expertise. D'ailleurs, il a même dit lui-même qu'il connaît très peu de Camerounais avec un tel degré d'expertise. Parce que dans d'autres, il faut quand même rappeler que le docteur Simon Munzou est secrétaire général adjoint aux Nations Unies et que dans d'autres pays, il a eu à participer à la résolution de ce type de problème. Quand il arrive que son pays ait besoin de lui et qu'il ne puisse pas se rendre utile, ça pose quand même un certain nombre de questionnements assez embarrassants. Et le cardinal l'a clairement exprimé. On a vu son amertume, on a vu combien il était embarrassé de savoir que le docteur Simon ne sera plus présent à Buea pour discuter de ces problèmes anglophones, alors que ils y vont pour une problématique qui est très précise. Comment résoudre, quelles sont les conséquences de la crise anglophone et quelles solutions on peut y apporter. Je crois que les deux thématiques centrales sont clairement indiquées par les conférenciers. Et c'est irritant parce que c'est difficile de discuter avec les gens qui ne veulent pas discuter. Des fois, on se demande si ceux qui sont à l'origine des tensions dans le sud et le nord-ouest veulent vraiment que la famille revienne. Des fois, on se demande... Peut-être ça pourrait se justifier par le fait qu'il y en a qui profitent et qui sont aujourd'hui dans une situation de charognard, voilà, sur ces nombreux cadavres qui s'amoncellent au quotidien. Oui, c'est vrai il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Tout à fait. Il faut se poser les bonnes questions. À qui profite le crime? Aujourd'hui, le mouvement s'est radicalisé et les gens se sont refermés sur eux-mêmes. Voyez-vous, Dr Simon a toute une famille qui, femmes et enfants, vivent aux États-Unis. Sa famille est aujourd'hui menacée par les ambassadeurs qui sont aussi aux États-Unis, qui estiment que si on le voit à Buea, eh bien, sa famille va en prendre le coup. Alors, il décide de battre en retraite parce qu'il ne peut pas sacrifier sa famille. Et il a raison, d'ailleurs. Et donc, on estime que c'est gênant d'aller discuter avec des gens qui ne veulent pas discuter. On se demande si vraiment les meneurs de cette crise ont le réel souci que la paix revienne. S'achever. Alors, deux autres sujets dans les journaux ce matin. Déjà, le recrutement des 2000 des enseignants, mais aussi ces potentiels premiers ministres qui font la une de Forum Libre et du journal Le Messager. Qui peut être Premier ministre dans ce nouveau septennat de Paul Biya, Camille? En réalité, nous nous trouvons face à une véritable quadrature du cercle. Vous savez que le président de la République, Paul Biya, nous a donné l'habitude de nous surprendre à tous les coups quand il s'agit de ce Premier ministre, que ce soit Sadou Ayatou, que ce soit même celui qui est venu de la CDC, comment il s'appelle, Mafani Moussongue, que personne n'attendait, que personne ne voyait. Il était tranquille dans sa CDC, un jour il allait sortir de là. Que ce soit même M. Yang Philémon qui avait été ministre déjà depuis l'époque d'Aïdjo, parce que je me souviens encore de cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux où l'on voit le président de l'énergie, je pense. Voilà, le président Amadou Aïdjo, M. Paul Biya, Premier ministre, M. Niat, directeur de la SONEL, et M. Yang Philémon qui était ministre de l'énergie. Alors vous voyez des gens qui ont fait autant de chemin, personne ne s'attendait à le voir se retrouver Premier ministre un jour. Alors cette fois-ci, les gens continuent battre tous les records de longévité à ce poste. Bien entendu, les gens continuent leur sempiternel jeu de spéculation. On spécule, mais je suis sûr d'une chose, c'est que de toutes ces photos et de tous ces noms qui sont évoqués, aucun d'eux ne sera Premier ministre. D'abord parce que ça relève du pouvoir discrétionnaire de Paul Biya, et ensuite parce que je suis sûr qu'il va se faire le malin plaisir de nous sortir quelqu'un que personne n'attendait. Bon, maintenant, quand à l'origine de ce Premier ministre, il y a des gens qui se disent que non, cette fois-ci, il va peut-être mettre un ministre de l'Ouest et balancer maintenant comme président du Sénat un originaire du Nord-Ouest. Bref, c'est toujours à ce jeu de spéculation que les gens, analystes, journalistes, observateurs se livrent depuis un certain temps. Bon, on verra bien ce qui va sortir du chapeau de Paul Biya, qui est un véritable
magicien. Alors, deux choses. La première, pour dire que ceux qui ont laissé fuiter cette information n'ont pas rendu service à ces messieurs, parce qu'aucun d'eux ne sera nommé ministre. Premier ministre, évidemment. Si vous avez lu comme moi le code de BIA, évidemment, vous savez que Paul Biya ne fonctionne pas comme ça. Donc, on les a jetés en pâture pour les disqualifier d'une quelconque nomination. Donc, d'office, ils sont non partants. Parce que notre président ne fonctionne pas de cette manière-là. Et ça a été une manière subtile pour les artisans du régime de les jeter en pâture et qu'ils soient mis hors course. Par contre, il faut rappeler que le président est obligé, ça fait quand même longtemps qu'on attend le remaniement ministériel, donc on ne devra plus compter évidemment sur ceux qui sont présentés comme les potentiels premiers ministres, mais on espère, et il nous habitue à ça, il aime prendre tout le monde de court, il sera forcément quelqu'un qui n'est pas attendu, que personne n'a vu venir, et il aime prendre les gens par surprise, et c'est à peu près ce qui va se passer. Sur les origines, et on ne sera pas beaucoup surpris. Voilà, sur les origines, Forum Libre, un peu comme le Messager aussi pense que ça pourrait se jouer dans 3 groupes, le septentrion, le nord-ouest ou le sud-ouest, ou alors l'ouest. Le contre-pied pourrait prendre toutes ces régions de cours. Je veux dire que c'est enfoncer une porte ouverte. Ça n'a vraiment jamais été différent dans le fond. Ça a toujours été, ça a toujours tourné autour de ça jusqu'ici. Donc tu veux dire, lui dire c'est une vérité de la palais, ce n'est pas une vérité révélée que de nous dire ça. Ça a rarement été autrement qu'ainsi. Bon, peut-être que la nouveauté dans cette nomination, ce sera quelqu'un originaire de l'Ouest, ce qui me surprendrait énormément, en moins que dans le Messager pense que si c'est le cas, eh bien, le Sénat sera sacrifié. Et naturellement, il va falloir sacrifier le Sénat. Bon, quand on sait que le Sénat en lui-même n'est pas véritablement une réelle menace, n'a pas une véritable force de proposition pour le système, alors à partir de ce moment-là, on peut imaginer que le Sénat restera comme il est, parce qu'il ne sert pas à grand-chose et que il ne sert vraiment pas à grand-chose. Et donc au finish, ce trio, cette rotation entre ces 3 régions-là n'est pas véritablement une vérité révélée, parce que ça a toujours été comme ça. Voilà. Guillaume Fanga, je ne peux pas vous laisser dire que le Sénat ne sert pas grand-chose. Il a dit, messieurs, on va terminer. Je veux pas qu'on rentre dans ce débat. On va terminer avec ce recrutement de 2000 enseignants titulaires de doctorat et de PhD. Regard croisé que nous propose Mutation, Femme Dongo, Sines, Femme Dongo qui estime, voilà, qui salue ce geste du chef de l'État. Je ne voudrais pas qualifier le Sines, voilà, qui estime qu'il faudrait tout simplement doubler l'essentiel, qui dit Paul Biya qui passe de la parole aux actes, et Cameroun Tribune qui parle du premier geste fort du septennat. Oui, mais quand vous dites que Femme Dongo est en train de déifier cette action, lui-même en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il a fait comme proposition depuis plus de 15 ans qu'il a été de ce ministère? Est-ce que ne connaît-il pas les réalités et les besoins? Peut-être les a-t-il faites et... Non, mais dans ce cas, je pense qu'en saluant Paul Biya, en disant que non, c'est le bon Dieu qui vient de parler, il aurait pu dire qu'effectivement, seulement depuis au moins 10 ans, 15 ans, je lui ai demandé ceci, enfin il est arrivé, il a estimé que c'est le moment aujourd'hui. Non, moi je pense que Paul Biya a fait ce qu'il avait fait, encore que ce n'est pas un recrutement de 2000 qui va se faire tout de suite, c'est un recrutement qui va se faire par séquence, donc on a encore le temps. Ça va s'étaler sur 5 ans, mais les besoins, eux, demeurent les mêmes. C'est pour ça que le Sines a la dent un peu dure, disons, un peu sceptique en se disant qu'il faut un peu plus, il fallait faire un plus grand effort. Mais l'autre effort, l'autre grand effort... Le Sines qui rappelle d'ailleurs qu'il y a un précédent recrutement annoncé de la sorte qui n'a jamais été matérialisé. Mais mieux, maintenant, avec ce recrutement qui est envisagé, il faudrait aussi voir la position du ministre des Finances, qui doit savoir que même le budget devra tenir compte de ces nouveaux recrutements qui arrivent, parce qu'on recrute, on annonce les recrutements, on recrute, mais on va les payer avec quoi? Bonne interrogation. Oui, je suis très gêné par ce sujet. Vous convenez avec moi, je ne travaillais pas un secret en disant que je ne peux pas une thèse de doctorat, donc je suis plus ou moins concerné par cette nouvelle. Tout comme le président du Sines, j'estime que ça ne sert pas à grand chose, parce que la vérité, souvenez-vous du recrutement de 25 000, il avait été, à cette époque-là, on a obtenu un certain nombre d'enseignants du supérieur, quelques camarades et moi-même, on avait postulé à l'époque, sauf qu'à cette époque-là, on recrutait les gens inscrits en Master 2 qui avaient un projet de thèse
presque prêts et la plupart, il y a quelques-uns parmi nous ont été retenus, sauf que après, ils ont dû abandonner, ils ont démissionné. Donc, le vrai problème, c'est au niveau de la rémunération. Je vois très mal, contrairement à ce qu'on pense, que quelqu'un qui est titulaire d'un doctorat, qui vient à l'étranger, vient travailler pour 300 000, je trouve que ce sera pas intéressant pour eux. La preuve, lors du mois de 25 000, je connais plein de promotionnaires qui sont venus postuler, qui ont été retenus. Dès qu'ils ont découvert les conditions salariales, ils sont repartis, soit dans leur activité qu'ils menaient au départ, donc ils sont retournés, sont repartis à l'étranger. Donc c'est pas attrayant pour ceux-là, quand on sait que à côté de nous, si vous êtes enseignant supérieur, par exemple dans un pays qui sort de guerre, comme la Côte d'Ivoire, vous êtes en 1 100 000 francs de salaire, vous venez avec un doctorat ici pour toucher 300 000 francs, je vois très mal quelqu'un partir de la diaspora pour venir prendre ce type de salaire dans notre environnement. Et donc on peut faire mieux. Comme l'a dit le cinéaste, on aurait pu, à mon sens, commencer par revoir le traitement salarial de... C'est quand même minimum un bac plus 10. On fait rarement chez nous un doctorat en 7 ans. Je vais dire que c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc il faut un bac plus 10, venir bosser pour 300 pour ce salaire-là. Ça m'étonnerait et c'est pas attrayant pour eux et c'est pas intéressant. Mais maintenant, c'est intéressant uniquement pour ceux qui sont depuis plusieurs années, ce qu'on appelle les chargés de TD. Oui, sauf que cela pour la plupart, ceux-là n'ont pas encore, ils sont peut-être inscrits en thèse, mais n'ont pas de doctorat proprement dit. Ça veut dire que c'est encore une autre frustration qu'on va créer, parce que ceux-là qui sont en général dans les universités, sont utilisés par les départements, les décanats, sont sacrifiés par les docteurs. Ce sont ceux-là qui font en général le sale boulot. Mais ceux-là ne sont pas concernés par ce doctorat parce qu'ils n'ont pas encore de thèse, de doctorat. Dans les 25 000, on avait recruté des gens qui étaient inscrits en thèse. Donc à ce moment-là, on croit résoudre un problème, on va créer un autre problème. Voilà qui est dit. Merci Camille, merci Hervé. Merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Demain, nous serons là pour la dernière de la semaine. Entre-temps, nous souhaitons de passer une très bonne suite en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.